Bienvenue dans Révèle-toi, le podcast qui t'inspire et te donne des clés pour oser vivre la vie qui te ressemble. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Margot Favier. On s'est rencontrés avec Margot il y a peut-être 20 ans, à l'époque où je faisais encore du cirque. Toi, Margot, tu fais encore du cirque et puis quand on a échangé la dernière fois, tu me disais que tu te préparais pour la rentrée des classes pour ton école d'herboristerie. Et voilà, j'ai adoré, je me suis dit, ah, ça va être un beau moment d'échange et de partage ensemble. Est-ce que tu veux te présenter pour, voilà, comme c'est aujourd'hui avec ce qu'est là pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, bah, déjà, je suis très contente, d'être, ici aujourd'hui avec toi, après toutes ces années et écoute, bah, donc je m'appelle Margot Favier, je suis circassienne, donc j'ai suivi une formation cirque, peu après, bah, l'époque où on s'entraînait ensemble, à Nanterre, au Noctambule, de Nanterre. Et donc aujourd'hui, je suis, trapéziste et je travaille dans le spectacle vivant, donc danseuse, aérienne et aussi au sol et je travaille avec, différentes compagnies, selon les années. Là, actuellement avec une compagnie, lyonnaise qui s'appelle Virevolt et aussi une compagnie qui s'appelle La Croisée des Chemins en région parisienne. Et toujours aussi avec une compagnie de chœur, In Fine, une compagnie normande, qui fait de la danse verticale, donc de la danse, suspendue, à une corde, donc tenue par un harnais sur des façades d'immeubles ou des arbres, voilà. Et tu fais du trapèze aussi. Et oui, je continue le trapèze effectivement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait, Ouais, ouais, tout à fait. génial. Qu'est-ce qui fait, comment tu es arrivée au cirque? Qu'est-ce qui fait que tu as voulu être trapéziste, si c'est ce qui t'a guidée ou voilà, Mmh. c'est quoi ton chemin, Et bien, je pense que le cirque, c'était un rêve, de petite fille. Et bah, le déroulé de la vie a fait que j'ai suivi, d'autres pistes. Alors j'ai toujours aimé petite faire, du théâtre, de la danse, des choses comme ça, mais j'avais pas de cours de cirque, à proximité, donc je le voyais un peu comme un rêve lointain. Heu, J'avais une cousine qui faisait du cirque aussi à l'époque, qui m'inspirait, beaucoup, une cousine plus grande. Heu et En grandissant, donc d'abord j'ai suivi des études pour être instite, j'ai été instite, 3 ans et je pense que cette envie de découvrir le cirque, ça revenait régulièrement, tu vois? J'avais une petite piqûre de rappel chaque année, je pense. Donc une année, je me suis quand même fait un petit stage, de tissu aérien alors que j'y connaissais vraiment rien. Mais j'ai voulu découvrir ça, ça m'a énormément plu et puis au bout de ma deuxième année de profession de professeur des écoles, j'ai décidé de prendre une année sabbatique et de partir à l'étranger avec le projet de voyager dans un pays, qui m'attirait et de prendre du temps pour, découvrir vraiment, le cirque. Et donc la concordance de plein de choses a fait que je me suis retrouvée en Argentine, et j'ai commencé le trapèze là-bas, heu et en fait, ça a été un gros, gros coup de cœur. C'était très dur parce que je partais de zéro, j'avais, 26 ans, donc je me suis, accrochée à mon trapèze fermement et je me suis beaucoup, beaucoup entraînée, pendant cette année de voyage. J'en ai profité aussi évidemment pour voyager, découvrir plein de choses. Mais l'Argentine, c'est vraiment un pays, où le cirque est la passion de plein de personnes et ces personnes m'ont vraiment, donné le goût du cirque, de la passion de l'entraînement, de se surpasser, de découvrir aussi de nouvelles sensations et donc j'ai fait ça pendant 1 an et en fait, en rentrant en France,
j'ai plus voulu arrêter. Donc ce qui devait être un peu une parenthèse, une année sabbatique, dans mon parcours de d'instit, en fait, ça a fini par prendre un peu toute la place et donc pendant 2 ans, je me suis entraînée, à Nanterre où on s'est rencontrés, donc de manière, autonome, on va dire et puis j'ai eu la chance d'intégrer une école de cirque à 28 ans en Italie. Une école qui n'avait pas de limite d'âge, ce qui était pas le cas en France où j'étais déjà, trop Trop vieille. vieille? Eh oui! Oh mon Dieu, mais tu as 28 ans, mais tu ne peux pas faire de cirque! Eh bien si! Et donc voilà, pendant 1 an, j'ai suivi cette école de cirque et pour moi, ça a été une chance inouïe. Vraiment la possibilité de vivre ce rêve, que je n'imaginais même pas possible, je pense, à l'époque et suite à ça, à la fin de l'école, donc je me suis formée en trapèze principalement et à la fin de l'école, on m'a parlé d'une audition pour, une compagnie, donc c'était la fameuse compagnie de Lyon, Virevolt, qui recherchait 5 trapézistes et donc j'ai passé ces auditions en sortant de l'école et j'ai eu la chance d'être prise avec aussi un ami de l'école et donc c'était parti pour l'aventure, du spectacle vivant et donc j'ai énormément appris avec cette compagnie et suite à ça, je suis devenue intermittente et ensuite, j'ai plus jamais voulu, arrêter, une fois que j'avais un pied dedans, un bon pied dedans, même les 2. Et bien, petit à petit, voilà, ah, j'ai laissé l'idée d'être instite et le cirque a pris toute la place. Il y a un moment, il y a tu as dû, ouais, tu dû te décider entre quitter, enfin, parce que c'est enfin, je ne connais pas très bien le système des instituts, mais ce que j'ai compris, c'est quand même c'est une place un peu sécurisée. Enfin, du coup, on peut pas te virer, quoi. Donc, est-ce qu'à Oui, un moment, tu as dû prendre la décision, d'ailleurs, j'envoie un gros bisou par dans les étoiles à Nolive, qui a dû prendre cette décision aussi oui, à un moment, parce il était artiste. Euh, il était, il était artiste, mais il a été instit aussi, et il a quitté. oui, tout à fait. Euh, et du coup, tu as dû prendre cette décision, en fait. Oui, au début, enfin, je pense que très, très vite, je savais au fond de moi que je reprendrais pas, le travail d'instit, même si c'est un travail que j'aimais énormément. Mais, mais mon envie de faire du cirque et de créer des spectacles était beaucoup plus forte. Et donc j'ai surfé sur la demande de disponibilité chaque année à renouveler, à redemander encore une année de plus, une année de plus. Et au bout d'un moment, l'éducation nationale m'a rappelée en me disant: «Bon, là, on a besoin de vous». Et j'ai essayé de négocier encore une année, j'avais pas on a le droit à 10 ans de mise en disponibilité, l'éducation nationale et je devais être à 8 ans, je pense. Donc j'ai essayé de négocier, pour avoir encore peut-être une année ou 2 et donc c'était non négociable et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai jamais répondu et donc j'ai été dans les limbes de l'éducation nationale, je pense pendant encore, 3 ans où j'étais perdue dans leur petit dossier, je pense. Et un jour, j'ai reçu un courrier, mais des années après, me disant que j'étais radiée, évidemment de la profession. Parce qu'en gros, l'éducation nationale me demandait soit de reprendre, un poste, soit, de démissionner. Et bon, j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai attendu que l'éducation nationale se dise: «Bon, elle reviendra jamais, on la vire» Du et coup, tu as pris voilà. une décision par non-décision, mais en même temps, ton choix était clair, quoi. Oui, oui, oui. Parce que là, c'est pour toi, c'est l'éducation nationale et puis le trapèze, mais il y a beaucoup de personnes, en fait. Enfin, on a tous des choix à un moment comme ça dans notre vie. OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis mon cœur? Est-ce que je suis ce qui m'appelle vraiment, ce qui me passionne, ce qui me fait Mmh. vivre? Ou est-ce que je suis à un autre endroit où c'est confortable, ça va, je peux y rester, mais bon, il n'y a pas ce truc-là. Mm. Ouais, ouais, ouais. C'était une décision, compliquée à prendre. C'est surtout quand je suis rentrée d'Argentine, en fait, parce que mon entourage, ne comprenait pas du tout, j'étais à peine diplômée de l'éducation nationale, voilà, j'avais un métier, super qui me plaisait
Et donc mon entourage au début se disait: «Mais oh là là, mais tu es sûre de toi? Mais attends, mais tu es pas un peu vieille pour commencer le trapèze et faire du cirque et en vivre?» Et comme en plus dans ma famille, il y avait personne, du milieu, j'avais pas d'exemple, sur lequel, m'accrocher et dire: «Mais si, si, regarde, machin ou machine», bah, voilà, j'avais vraiment, c'était un peu un pari et oui, les 2 premières années, c'était compliqué. J'ai dû un peu, me battre, pour y croire et pour pas baisser les bras et ouais, c'était pas simple au début. Qu'est-ce qui t'a soutenu justement dans ce moment-là où c'est difficile pour y Mmh. croire, bah, parce que j'imagine, hein, comme tout le monde, il y a eu des moments où tu étais à fond, puis des moments où ça devait être plus difficile. Qu'est-ce Mmh qui t'a mh. permis, de continuer à y croire, Mmh. de traverser finalement? Mmh. Bah, je pense qu'il y a eu vraiment, l'amour de faire ce que je faisais, qui m'accompagnait à chaque instant et donc ça, je pense que déjà ça m'aidait à vraiment à tenir le cap et je pense que de rentrer aussi petit à petit dans la communauté, du cirque et du spectacle, j'avais quand même des exemples autour de moi et notamment à Nanterre, de gens qui en vivaient, dont c'était le métier. Donc je voyais quand même une petite lueur, au fond du tunnel à me dire: «Ah mais quand même, ça a l'air possible d'une manière ou d'une autre». J'ai aussi croisé une amie d'enfance, dans un train un jour qui m'a dit, on échangeait, moi je pense que j'étais encore instite et elle m'a dit, «Ah mais je suis trapéziste» et je me suis dit: «Mais attends, attends, mais c'est un vrai métier, en fait, c'est possible. Il y a des gens dont ça devient le métier». Je pense que ça aussi, ça m'a accompagnée longtemps et puis la possibilité de l'école, je pense que c'est ça qui a fait tout basculer parce que d'un coup, j'étais accompagnée par une équipe enseignante, heu, dont c'était le métier et du coup, ça concrétisait vraiment, cette possibilité et ça a mis aussi un peu toutes les chances de ça permettait de mettre toutes les chances de mon côté en me formant vraiment de manière solide et voilà. Et après, il y a des gens aussi qui ont cru en moi et ça aussi, ça m'a énormément portée, mes tout débuts dans le métier. J'avais du mal à me sentir légitime et les gens avec qui j'ai travaillé et notamment la directrice de la compagnie Virevolt a énormément cru en moi, en mes capacités et c'est elle aussi qui m'a prise par la main et qui m'a dit, «Si, si, allez, ça va le faire. Maintenant tu bosses, tu crois en toi et c'est parti». On dit souvent ça quand on fait les premiers pas, la vie, elle nous soutient et elle nous montre que c'est possible et tu as fait quand même de sacrés premiers pas, toute seule, tu vois? Mmh mh. Et oui, pour connaître Nanterre, les Noctambules, donc cette école de cirque qui est, ouverte à tous, c'est ça sa richesse, que ce soit aux professionnels comme aux amateurs Mmh. et je me souviens l'histoire d'un homme qui est arrivé là-bas à 70 ans sans avoir fait de cirque et qui a appris à faire le salto et à marcher sur le fil et après il faisait des anniversaires pour les enfants. Ouais. Il ouvrait la porte, il partait en courant, il arrivait sur la piste d'acrobatie, poum poum, il faisait son salto. Mais c'était voilà, il était heureux, il y a pas d'âge, tu vois? Mmh mh. Et c'est fou, et est-ce que cette école de cirque en Italie, est-ce que ça t'a aidé à, tu sais, la validation d'avoir, comme un titre, une école, tu sais, quelque chose qui rassure? Parfois, on a besoin de soi-même de se valider, de se dire: «OK, c'est bon, c'est écrit», tu vois? Si, c'est écrit. Ouais. Et bah, je pense que ça a fait cet effet-là, heu, peut-être pour moi, parce que en fait, en entrant dans cette école, j'avais aucune idée de la capacité, du corps à faire ce que je faisais. Enfin, je pense que mentalement, j'étais même pas prête, donc je suis rentrée à l'école à 28 ans et je pensais pas que mon corps était encore capable et même capable tout court de faire ce que l'école m'a permis d'apprendre, d'un point de vue vraiment, physique, de connaissances sensibles, de mon corps, du mouvement.
J'ai eu l'impression de faire exploser, toutes les barrières possibles mentales, quand on me faisait faire des flips et ce genre de choses, ou des saltos même au trampoline. Je J'y croyais pas. J'avais presque du mal à croire que mon corps était capable, en fait, tout à fait capable de faire ça. Et donc je pense qu'à l'intérieur, ça a assis cette connaissance de mon corps. Mais je pense qu'en sortant de l'école, en plus c'était drôle dans cette école, il y avait des gens de 18 ans, jusqu'à, donc des gens qui sortaient du lycée, jusqu'à des personnes, je crois que la plus vieille de ma promo, elle devait avoir 35. Et donc on était un mélange, un échantillonnage, d'âges complètement différents. Mais moi, je me sentais comme un bébé du cirque. Je me sentais au même endroit que la personne qui sort du lycée et qui commence des études. Et donc en sortant de l'école, je me sentais vraiment encore comme toute jeune dans le cirque, et de fait, je l'étais. Et du coup, c'est plus par rapport au regard extérieur que ça m'a pris du temps à vraiment croire en moi et à assumer pleinement mes apprentissages, ce que je sais faire, ce que j'aime faire. Ça a été vraiment un apprentissage, qui s'est construit, petit à petit, et je vois les fruits de cet apprentissage, je dirais, depuis ces dernières années pleinement, en fait. Ça a été vraiment une construction continue sur le rapport de confiance, du regard de l'autre, hem, ouais, d'assumer, peut-être aussi, une forme de style, enfin voilà, ce qui fait que que mon corps s'exprime de cette manière et pas d'une autre. Mmh. Ouais, ça me parle beaucoup à enfin, tout ce que tu partages sur, assumer qui on est, enfin, c'est Mmh. et moi, je me suis formée à l'art-thérapie il y a près 5 ans maintenant, et je vois que pour la première fois de ma vie, je me sens à ma place et j'ai confiance dans ce que je fais. Je sais que je suis au bon endroit et entre guillemets, «je sais que je suis bonne», même si bien sûr, c'est un chemin et on continue. Je vais toujours continuer à apprendre et à affiner et cetera. Et Mmh. je partage ça pour dire que quand je faisais du cirque, je me sentais jamais assez, jamais bien, Mmh. et quand je revois en arrière ce que je faisais à l'époque, bah, il y avait aucune raison en fait, Mmh et mh. j'étais peut-être pas la meilleure du monde, mais je me rends compte aujourd'hui que c'est pas ça qui fait qu'on regarde avec plaisir une trapéziste, un acrobate, une jongleur et cetera. C'est ce que la personne transmet au-delà de la technique, et ce que tu dis, la façon dont ton corps, bouge et qui fait que, ben, c'est toi, heu, Mmh. au-delà de, je sais pas si tu fais le grand écart ou si tu fais, un saut périlleux, enfin tu vois? Mmh. Au-delà de la technique quoi. Et Tout à fait. ça met du temps, et peut-être que justement le fait d'avoir commencé, un peu plus tard, ça a pu être un frein, mais peut-être ça t'a aussi aidé pour, bah, tu es venue avec des bagages, tu vois? Tu avais pas, enfin, quand on apprend au fur et à mesure de la vie, et donc tu avais peut-être un autre bagage aussi, dans Mmh. ce que tu transmets. Oui. Oui, oui, tout à fait. Bah, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidée au début. C'est-à-dire que d'un point de vue purement technique, dans le cirque, heu, clairement, je il y a toujours des personnes qui sont, tellement plus fortes et qui font des choses tellement plus incroyables que ce que je peux faire au trapèze. Mais je pense effectivement en étant plus âgée, j'avais aussi, des choses à dire, j'avais des choses qui m'habitaient. C'était pas tant le goût de la performance qui me qui me stimulait, mais sinon plus, l'envie d'exprimer profondément, des choses qui peuvent me traverser, m'habiter, de pouvoir le partager au monde. Hem Et effectivement, je pense que c'est ça aussi, qui a fait la différence à un moment. C'est-à-dire que si j'espérais juste être la meilleure, en trapèze, et bah, j'aurais jamais rien fait, parce qu'en fait, je veux dire, il y a toujours dans le cirque,
c'est ça aussi qui est à la fois hyper, beau et stimulant, c'est qu'en fait, il y a toujours des nouvelles personnes qui vont faire des choses encore plus incroyables et encore plus fortes et 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 ça m'a donné le goût de toujours, apprendre des nouvelles choses, effectivement, acquérir des nouvelles, compétences. Heu, mais c'est loin c'est pas ça qui m'a nourrie, loin de là. C'était un moteur, agréable pour continuer à m'améliorer, mais je pense qu'après c'est vraiment du côté de la recherche et de l'imaginaire et de l'univers que j'avais envie de partager et c'est ça qui m'a le plus, heu, oui stimulée, dans ma pratique, dans mon métier. Ça me fait écho, en apprenant l'art-thérapie, j'ai beaucoup, dessiné et je me suis demandé à un moment qu'est-ce qui fait, qu'il y a des grands peintres, donc ceux qui sont dans les musées, ceux qui sont hyper connus, Chagall, Picasso, Rembrandt, voilà. Et puis qu'est-ce qui fait qu'il y en a des milliers, des milliards qui, peut-être dessinaient bien aussi, mais qui sont pas connus? Mmh. Et pour moi, je me suis enfin, dans ce que j'ai touché, dans ma façon de voir les choses, je me suis dit: «C'est ce qui transmet, l'endroit d'où les personnes dessinent». Donc c'est pas forcément le technicien. Des techniciens, il y en a des milliers et il y en a des certainement encore meilleurs. Mais, l'unicité donc dans quel est le message que tu as envie de faire passer ou peut-être, parfois je trouve qu'il y a un message qui passe à travers nous sans qu'on forcément on soit toujours conscient, mais il y a quelque Mmh. chose en tout cas qu'on véhicule et qu'on ça c'est juste quoi et pour Mmh. moi c'est ça qui fait, le grand artiste, sans forcément vouloir être un grand artiste, mais qui fait la valeur en fait, Mmh. et et j'entends ça dans ce que tu parles, enfin dans ce que tu transmets par rapport au mouvement, par rapport, au spectacle. Il y a des choses qui sont très simples et qui peuvent nous émouvoir tellement quoi. Mmh. Mmh mh. Mmh. Mais oui, je pense que tu vois ton parallèle au dessin, ça me parle, beaucoup parce que, tu vois, j'ai toujours adoré dessiner et je pense que je me suis toujours jugée en me disant: «Mais j'ai pas de technique, je sais pas dessiner», et donc ça a toujours été un frein à justement le fait que je prenne juste plaisir à dessiner, tu vois? Juste pour le plaisir du geste, de le faire et un jour, j'ai commencé à dessiner les yeux fermés. Et ça a été les plus beaux dessins que j'ai pu faire à mes yeux. En fait, pour la première fois, je pense, de ma vie, je me retrouvais face à un dessin qui parlait j'avais l'impression que ça pour la première fois, je pouvais voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, ce que j'avais envie de mettre dans mon dessin et bah, en dessinant les yeux fermés, c'était la première fois que j'arrivais à le voir et à le sentir et je me dis: «Je crois que quand on fait les choses vraiment avec le cœur, sans jugement», alors c'est toujours extrêmement difficile, mais par exemple, l'outil du dessin les yeux fermés, pour moi, ça a tellement marché et bah, ça permet de faire un peu tomber les barrières, du jugement, du frein qu'on peut se mettre parfois, à soi-même et juste laisser exprimer ce qui a envie de s'exprimer et ouais, quand ça arrive, c'est beau et c'est ce que j'entends quand tu me partages, ton rapport à l'art-thérapie où tu sens quand tu me dis: Je sens que je suis bonne là-dedans», ce que j'entends, c'est que, c'est qu'en fait, ça c'est quelque chose qui vibre au fond de toi et quand ça vibre et bah, il y a une forme de justesse où on se dit: «Bah, ça, je sens que c'est ça qui m'habite, quoi». C'est trop Ouais, beau cette sensation. oui. Et c'est le même espace quand tu me partages, quand tu as dessiné les yeux fermés et que tu as ressenti, hem, c enfin que ce miroir, je dirais, entre toi et le dessin et tu as utilisé le mot «ressenti» aussi dans ton corps et pour moi, c'est cet endroit-là où, quand on suit enfin, quand on ressent le mouvement qu'on fait ou quand on ressent le geste qu'on fait, que ce soit parce qu'on a un crayon de couleur dans les mains ou que juste parce qu'on fait un geste, c'est, Mmh. ouais, c'est beau. Je crois que c'est Pietragala qui parlait de, laisser le corps danser et pas tu sais, pas faire un mouvement depuis l'extérieur, comment tu as envie qu'il soit, mais que ce soit le corps qui t'y emmène de l'intérieur et là, tout d'un coup, il y a ça prend de la densité, quoi et c'est pareil dans le dessin, Oui. hein, quand ouais. Mmh. Mmh. Et pour le corps, moi, je travaille toujours dessus. Enfin,
pour le coup, je sens que pour moi, dans mon parcours, c'est toujours un apprentissage permanent où je dois tout le temps faire ce va-et-vient et tout le temps me rappeler le plaisir du geste et justement sans ce petit regard qu'on peut avoir sur soi-même et se dire: «Ah, est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est intéressant ce que je propose? Est-ce que?» mais juste, être pleinement dans la sensation du mouvement et là où ça peut m'entraîner et je trouve que c'est un long parcours. Et tu me rappelles cette notion de limite. Je trouve que, alors pas que au cirque, hein, certainement, mais dans ce côté d'entraînement, ça, heu, de pousser son corps au-delà des limites. Hem, je sais que ça m'a questionnée. Enfin, moi, je sais que je me poussais, mais j'étais jusqu'à un certain endroit et comment, tu vois, continuer à écouter son corps, être dans le respect de son corps, dans l'écoute aussi de son corps et en même temps, ouais, dépasser des limites. Il y a c'est beau de dépasser des limites, mais tu vois, juste enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Mmh, oui. Bah, dans le cirque, c'est tout le ouais. c'est tout le dilemme, c'est ça, hein, c'est toujours on est toujours sur le fil, heu, entre se surpasser, mais effectivement, il y a toujours le rapport à la douleur, au risque qui est toujours présent et et puis comment on arrive effectivement à continuer à avancer avec son corps, avec ses capacités, avec son âge, avec son histoire, avec ses blessures, et c'est ce que je trouve très beau, je crois, dans le cirque. C'est ce rapport des fois presque surhumain au corps et puis à la fois, qui est toujours dans la fragilité de ouais. Je crois que c'est ça que je trouve vraiment très touchant dans le cirque. J'aime cette image du fil que tu as pris parce qu'effectivement, on voit bien, enfin, en tout cas, moi, je ressens bien, si je fais trop d'efforts, enfin, trop si je pousse trop, ben, je vais tomber, pas assez, ben, je tombe de l'autre peut-être de l'autre côté et Mmh. donc du coup, ce fil entre, les émotions, le corps Mmh. qui change, enfin, quel que soit l'âge, hein, forcément, il y a quelque chose Mmh. qui change et Mmh. puis les envies et donc du coup, c'est un peu ça la vie, hein, qu'est-ce que soit le Mmh. métier qu'on a, hein, mais il y a Mmh. des choses qui changent et comment je reste sur ce fil en voilà. Mmh. Mmh mh. Merci pour cette image. Mmh mh. Et l'herboristerie là-dedans. Et bah, tu vois, c'est là où des fois on ouvre une petite boîte et puis dans la boîte, il y a en fait une autre boîte et puis dans cette boîte et bah, il y avait encore une boîte et bah, du coup cette petite boîte, je sais pas si c'est celle qui était, bien cachée au fond, mais elle a toujours été là. En fait, j'ai le goût de cueillir depuis que je suis petite, d'arpenter les paysages. J'ai grandi vraiment, dans la campagne normande, au fin fond de la Normandie et j'ai toujours aimé partir, toute seule en cueillette, avec des bouquins que j'avais dû trouver dans la bibliothèque de mes parents, de reconnaissance, de plantes, tu vois? Avec des flores, et j'ai commencé très tôt à transformer, à faire mes potions magiques, que ma mère retrouvait des mois après, pourries dans un placard. Et j'ai gardé ce goût-là, tout au long de mon parcours. J'ai toujours gardé une place, à mon rapport à la nature, aux plantes, aux animaux. Ça a toujours été en fond de toile, en toile de fond. Et et puis il y a 2 ans maintenant, ça m'est apparu comme une évidence, mais que j'ai pas du tout vu venir, et c'est tombé comme ça, à ce moment de ma vie, où je me suis dit: «Mais c'est fou, j'aime depuis toujours, étudier les plantes médicinales. J'ai 12 000 bouquins chez moi, sur le thème, j'aime tellement me balader, cueillir, en apprendre toujours davantage et je me suis dit: «Mais pourquoi je me forme pas, vraiment, pourquoi j'approfondis pas, en fait, cet amour que j'ai des plantes?» Et du coup, j'ai décidé de faire une école
donc dans laquelle je suis là depuis 2 ans. Il me reste encore une année, d'école. C'est l'école, Inderplan, de Candiargues à côté de Montpellier. Donc c'est une des 5 écoles d'herboristerie, de France. Heu, c'est la plus vieille, celle-ci c'est la plus vieille et ce que j'aime toujours, rappeler aux gens parce que je trouve ça fou, mais en fait, herboriste, c'était un métier qui existait, qui était reconnu. On était diplômés, d'État, d'herboristerie jusqu'au régime, de Vichy et en fait, ce diplôme a été supprimé. Donc maintenant, c'est un certificat. Hem, les apprentissages restent les mêmes, c'est-à-dire l'école, en elle-même enseigne exactement le même bagage autour des plantes médicinales, de leur usage, mais voilà, depuis Vichy, on n'a plus le droit d'être herboriste. Donc il y a bien sûr le parallèle avec le monopole pharmaceutique, qui s'est développé, heu, voilà, en concurrence avec ces connaissances des plantes médicinales et et donc voilà, aujourd'hui, j'étudie pour peut-être un jour être herboriste, même si on n'a pas le droit de le dire, On le dira pas. on le dira pas. On a le droit d'ouvrir une herboristerie, mais on ne peut pas dire que notre métier est herboriste. Voilà, c'est toute l'absurdité et Mmh. Et à la même époque, ils ont construit en Allemagne ce qui s'appelle Heilpraktiker. C'est, un peu comme naturopathe en France, qui est un diplôme d'État ici et du coup alors il y a le petit où tu apprends la psychopathologie et donc tout ce qui est psychologique que moi j'ai fait et puis il y a le gros où tu apprends tout le corps, où tu peux même faire l'acupuncture et puis, tu as le droit OK, d'aller corporellement, tu vois, de faire des prises de sang par exemple ou de voilà et moi ça fait et du coup là, tu as le droit en fait, quand tu as ça, tu as le droit de travailler de façon thérapeutique et c'est intéressant parce que c'est au même moment de l'histoire en fait où ils l'ont mis en place pour, contrôler aussi certainement un peu qui faisait quoi et oui, tout à fait. mmh, Mmh mh. ouais et du coup, ouais, en France, il y a ça. C'est génial, c'est génial. Du coup, ce sera trapéziste, herboriste, heu, oui. Bon ça, on a le droit de le dire ensemble peut-être. Oui, bah, alors, qui a été, reconnu depuis l'année dernière, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le métier de paysan herboriste. Donc pour les personnes qui, cultivent et produisent les plantes médicinales. Donc c'est une, superbe avancée, dans la reconnaissance de ces métiers, heu, parce que du coup, oui, ces gens-là peuvent se dire, paysans herboristes. Voilà. Ouais, il y a j'ai vu comme ça des personnes qui cultivent leurs plantes ou alors ouais, qui font en sorte dans leur parcelle de garder les plantes pour pouvoir les cueillir Mmh est-ce que mh. tu as tes endroits où tu vas faire les cueillettes pour pouvoir, comment tu Mmh. fais? Ah, c'est génial. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Mmh. Bah, là, depuis que j'ai commencé l'école, je me fais une petite, cartographie de mes lieux de cueillette, selon, donc les plantes médicinales que je trouve, selon la saison. Parce que du coup, selon la saison, tu vas pas récolter les mêmes parties de plantes. Mmh. Hem, donc petit à petit, je me fais une petite carte de ce qu'on appelle des stations de cueillette, où tu vas trouver beaucoup d'une certaine plante pour pouvoir en cueillir une petite partie et pouvoir, éventuellement y revenir pour refaire une petite cueillette. J'adore. C'est tout un art. Ouais et je Juste la cueillette déjà, c'est tout un monde, passionnant et réglementé aussi, tu vois? Il y a tout le rapport, à l'écologie, à la protection des ressources pour, heu, pour cueillir de manière consciente, de manière responsable. Ouais. ah merci. J'ai interviewé il y a un mois presque maintenant, Alice Rebière qui a écrit un livre, Le Magic Express où elle parlait du développement personnel avec, Harry Potter et donc du coup là toi tu es, la sorcière, avec ses chaudrons et Oui, ses plantes, j'adore. oui, c'est vraiment l'école des sorcières Ouais. et
et c'est trop beau en vrai parce que, ce qui me touche énormément depuis que j'ai commencé cette école, c'est de me rendre compte que ces connaissances-là, elles sont là depuis toujours, heu, même chez les animaux d'ailleurs. Hem et voilà, depuis la préhistoire en fait, on a retrouvé des traces d'usage de plantes médicinales, dans des tombeaux, dans et donc en fait, c'est des connaissances qui ont été, très, très riches à différentes époques et puis ça a été oublié, puis ça a été censuré et puis il y a eu quand même, tout un tas de traditions orales, donc c'est hyper intéressant de voir à travers les époques l'évolution en fait de ce bagage, heu, de connaissances des usages des plantes. Hem et je crois que c'est ce que j'aime défendre aujourd'hui en faisant l'école, c'est de remettre à l'honneur, ces plantes qui nous soignent, qui ont toujours été des plantes, compagnes, qui ont accompagné l'homme, et et voilà, essayer de perpétuer, heu, la transmission de ces connaissances. Et pour pouvoir aussi se réapproprier notre santé, tu vois? De manière, naturelle, de manière assez simple au final et pouvoir partager ça aussi avec les gens. Et puis c'est une manière aussi, de se connecter au vivant, de rester connecté, au monde, à ce qui nous entoure que je trouve, primordial, aujourd'hui à l'ère de l'hyper connecté. Je trouve que ça nous ramène à juste la connexion du vivant. Mmh. Le luxe de la simplicité. Mmh. Ouais, c'est beau et du coup, j'entends aussi dans tout ce que tu m'as partagé la connexion, reconnexion au corps et puis se rendre compte: «Waouh, il y a encore plus de possibilités, je peux faire encore plus». Je suis capable de ouais, je mon corps est capable de tellement plus et puis là aussi, bah, autour de nous, il y a tellement plus que ce qu'on voit ou en tout cas, par exemple, moi, qui ne connais pas très bien toutes les plantes, il y a encore plus que ce que je vois, Mmh. dehors et il y a encore plus qui est possible. Mmh. Oui, Mmh. oui, c'est vraiment ça, c'est un monde, infini et qui ramène aussi, beaucoup d'humilité, je trouve, parce que c'est un monde, hyper riche, complexe et en fait, on n'a jamais terminé d'en apprendre sur les plantes et c'est un apprentissage aussi sensible que j'adore, sensible vraiment dans le sens de connexion au sens, hem, que je trouve aussi, fascinant chez les plantes. Il y a une sensualité même, je dirais, qui est, omniprésente, dans les parfums, dans les textures, dans ce qu'elles vont nous offrir aussi visuellement, dans les effets, qu'elles peuvent, opérer sur le corps. Enfin, c'est vraiment un monde d'essence que je trouve vraiment très beau. Ah et là, je replonge dans le monde du dessin aussi, mais parce que tu parles d'exploration et pour moi, il y a l'exploration, de soi et c'est découvrir par soi, l'exploration des plantes et puis, j'entends qu'est-ce que la plante me fait quand je la vois, déjà quand je la regarde. Ça peut être agréable, ça peut être désagréable. Quand je la touche, ça peut être parfois ça pique ou je sais pas et qu'est-ce qu'elle me fait quand je la prends, enfin, quand je l'accueille. Oh, c'est ouais, merci. Mmh. 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 Mais c'est une manière hyper, belle et simple de rencontrer les plantes. Bien sûr quand on est sûr de ce qu'on accueille, voilà, en toute sécurité. Mais en tout cas, quand on est sûr, c'est une hyper belle manière de rencontrer, les plantes. C'est vraiment par le sensible et l'intuition et des fois juste écouter ce que la plante a à dire. Puis exactement la même chose du dessin. Qu'est-ce que le dessin a à vous dire et vous, qu'est-ce que votre ressenti a à vous dire? C'est génial, j'adore. Ah, c'est fou, ouais, tu vois? Ouais. Ouais. Ah.
Merci beaucoup pour ce beau temps ensemble. On a explosé, ma demi-heure de podcast, mais c'était passionnant. Est-ce que est-ce que tu veux nous partager quelque chose? On mettra en dessous du podcast, tous les liens que tu m'enverras pour te suivre en spectacle, voilà, est-ce que tu as envie de communiquer, sur toi, et heu et sur ta magie? Est-ce que tu Bah, veux, écoute, hem, pour l'instant, je crois que c'est un peu j'utilise un peu Instagram pour partager, heu, mes apprentissages avec les plantes. Je mets aussi en parallèle, ce que je fais, dans mes différents projets, de spectacle. Donc on peut retrouver un peu mes aventures, sur Margot des Fèves. Voilà, c'est Ça mon marche, Margot Instagram. Desfèves. Mmh. Si vous trouvez pas, vous m'envoyez un message et puis sinon il y a toutes les infos sous la vidéo sur YouTube et Spotify, Apple Podcast. Et c'était un grand plaisir. Est-ce que tu veux, dire une dernière chose ou passer un dernier message ou? Et bah, te remercier déjà, Teresa. Merci énormément pour cette invitation et pour cet élan de partage que j'ai trouvé hyper beau. Et merci parce qu'encore une fois, c'est des idées qui créent du lien et je trouve ça hyper beau de tisser, des liens et encore et là, en plus, des années après, tu vois, c'est retisser de nouveaux liens sur des liens qui étaient déjà existants et mon chien se réveille, Et le mien aussi, il est il fait juste sa à côté. sieste. Il s'en va, il veut pas venir à la caméra, mais il est juste à côté pareil. Bon, ça y est, les filles là. Ouais, c'est ça, Ouais, le temps s'est écoulé, c'est l'heure de ouais, la balade. c'est ça. Merci Merci. énormément, Teresa. Merci. Merci beaucoup Margot. Merci à vous tous et à vous toutes qui êtes là, qui nous écoutez. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou voilà, qu'est-ce que ça vous a fait d'entendre cet épisode. Vous pouvez aussi liker et le partager, ça permet qu'il y ait encore plus de personnes qui le voient. Et puis ben, je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.